Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. Alexander Selkirk est né en 1676, à Largo, en Écosse, le plus jeune de 7 frères. Ses premières années ont été marquées par une nature rebelle. En 1693, un registre d'église révèle qu'il a été convoqué par les anciens du village pour « conduite indécente à l'église ». Plutôt que de faire face à leur jugement, Selkirk s'est enfui vers la mer du Nord, où il est resté pendant 8 ans. À son retour, Selkirk s'est retrouvé rapidement en difficulté, cette fois pour avoir agressé sa famille. L'incident a commencé lorsqu'il a été trompé, en buvant de l'eau salée d'une boîte. Dans un accès de rage, il a réagi en attaquant le frère responsable, suivi par un autre frère qui est intervenu, puis son père, et enfin la femme de son frère. À ce stade, il était clair que Selkirk n'était pas fait pour la vie à Largo, où les opportunités pour ses compétences particulières étaient rares. Il a trouvé une nouvelle direction dans la course, une forme légale de piraterie autorisée par le gouvernement britannique. Connu pour ses compétences en tant que marin et navigateur, Selkirk a obtenu un poste de second à bord du navire anglais Cinq-Ports en 1703. Pendant la guerre de succession d'Espagne, le Cinq-Ports a été chargé de perturber les navires et les colonies espagnoles et françaises au large de la côte sud-américaine, soutenues par la couronne britannique. Le voyage a rencontré de nombreux défis. La nourriture du navire était infestée de cafards et de rats, et l'équipage a souffert de maladies, dont la dysenterie et le scorbut, ce dernier entraînant la mort de plusieurs membres de l'équipage, dont le capitaine Charles Pickering. Il a été remplacé par le lieutenant Thomas Stradling, un officier de la haute société qui était impopulaire auprès de l'équipage, en particulier auprès d'Alexander Selkirk. La déclaration de Selkirk, selon laquelle il préférait rester sur Juan Fernandez, plutôt que de risquer le navire, s'est révélée être plus qu'une menace en l'air. Stradling l'a prise au sérieux et, avec une ferme détermination, a ordonné à Selkirk de quitter le Cinq-Ports. Malgré les tentatives de retour de Selkirk, Stradling est resté inflexible, laissant Selkirk derrière lui lorsque le navire est parti. La décision de Stradling était une manœuvre calculée pour réprimer la dissidence et affirmer son autorité. Pendant ce temps, les inquiétudes de Selkirk concernant l'état du navire ont été validées lorsque le Cinq-Ports a fini par sombrer au large de ce qui est maintenant la Colombie. Bien que de nombreux membres de l'équipage se soient noyés, Stradling et certains autres ont survécu pour être capturés et emprisonnés par les Espagnols. Selkirk, bien qu'échoué seul sur une île éloignée, avait des provisions comprenant un mousquet, un couteau, une casserole, de la literie, du tabac, des vêtements et une Bible. Cette situation, bien que difficile, était toujours préférable à l'emprisonnement ou à la mort. Au fil des années, Selkirk a continué à aiguiser ses instincts de survie, et lorsqu'il a finalement été secouru, il était parfaitement adapté à la vie insulaire. Ce jour-là était le 2 février 1709, lorsqu'un navire appartenant à un corsaire anglais, Wood, a mouillé au large. Les prières de Selkirk avaient été exaucées, mais selon Wood, ces prières n'auraient été compréhensibles que par Dieu lui-même, ou peut-être plus probablement par la Sainte Chèvre. Pendant les 4 années et 4 mois depuis son arrivée sur l'île, Selkirk avait partiellement perdu la capacité de parler. À part cela, il était en excellente forme et pas mal habillé pour un homme, dont toute la garde-robe était faite d'animaux à sabots fendus. Selkirk a montré ses compétences en capturant 2 ou 3 chèvres par jour pour ses sauveteurs sous-alimentés et atteints du scorbut, les aidant finalement à se remettre en bonne santé et à se préparer pour retourner en haute mer. Maintenant, après 4 années étranges passées avec des chèvres cornues et des lions de mer lubriques, on pourrait supposer que Selkirk était impatient de mettre fin à sa carrière maritime. Mais, une fois à bord du Duc,
le navire de Rogers, le capitaine a fait de lui le second, et le navigateur. Des aventures sérieuses ont suivi, y compris la capture d'un galion, transportant une énorme cargaison de trésors. Les choses se sont passées si bien, qu'il a fallu 2 années entières avant que Selkirk ne rentre enfin à Londres, 8 ans plus vieux, et 800 livres sterling plus riche que le jour de son départ, soit bien plus de 100 000 livres d'aujourd'hui. Au début, Selkirk a vécu sur la plage, se nourrissant de homards car les poissons lui causaient des problèmes digestifs. Il a passé une grande partie de son temps seul, réfléchissant à ces circonstances difficiles. Même la présence de lions de mer, pendant la saison de reproduction, ne parvenait pas à remonter son moral. Selkirk a fini par déplacer son camp à l'intérieur des terres, où les conditions se sont améliorées. Il a construit 2 huttes robustes à partir des arbres locaux de poivre, une pour dormir et une pour cuisiner. Les chèvres laissées par les marins précédents fournissaient une source de protéines fiable, et il a trouvé divers légumes qu'il a améliorés avec des poivrons locaux. Malgré ces améliorations, la vie n'était pas sans difficulté. L'île avait une infestation significative de rats qui dérangeait fréquemment Selkirk pendant la nuit. Pour résoudre ce problème, il a apprivoisé des chats sauvages, également laissés par des navires en visite, pour aider à contrôler la population de rats et fournir une certaine sécurité nocturne. Au premier jour de son isolement, Selkirk utilisait son mousquet pour chasser les chèvres de l'île. Cependant, lorsque ses munitions se sont épuisées, il a dû attraper les chèvres à la main, les poursuivant à travers une végétation dense. Les chèvres lui fournissaient également des vêtements. Puisant dans son passé de fils de tanneur, il a fabriqué des vêtements rudimentaires en cuir de chèvre, en cousant les peaux ensemble, avec un vieux clou utilisé comme aiguille. Pendant le séjour de Selkirk sur l'île, 2 navires ont visité, mais les 2 étaient espagnols, représentant une menace pour sa sécurité. Selkirk se cachait généralement, mais il a été repéré par un équipage qui a tenté de le capturer. À ce moment-là, Selkirk connaissait parfaitement l'île et son terrain, ce qui lui permettait d'éviter facilement la capture. Finalement, l'équipage a abandonné et a quitté l'île. Au fil des années, Selkirk s'est adapté bien à la vie insulaire, perfectionnant ses compétences de survie. Le 2 février 1709, il a été sauvé par un navire corsaire anglais commandé par Wood Rogers. Après 4 ans et 4 mois sur l'île, la parole de Selkirk était quelque peu altérée, mais il était en bonne condition physique et bien habillé, ayant fabriqué ses vêtements à partir de peaux de chèvre. Il a démontré ses compétences de survie en attrapant des chèvres pour nourrir ses sauveteurs, les aidant à se remettre du scorbut et à se préparer pour leur voyage. Malgré sa longue isolation, Selkirk a repris sa carrière maritime. Rogers a fait de lui le second et le navigateur sur le Duc. Selkirk a participé à des aventures notables, y compris la capture d'un galion chargé de trésors. Après 2 ans, il est revenu à Londres, 8 ans plus vieux et 800 livres sterling plus riche, équivalent à plus de 100 000 livres aujourd'hui. À son retour en Grande-Bretagne, Selkirk est devenu une célébrité mineure, profitant d'une richesse modérée et d'un mode de vie de dîner et de boissons gratuits alors qu'il partageait son histoire dans les pubs. Il a également eu des problèmes juridiques, dont une accusation d'agression, ce qui l'a conduit à s'enfuir avec une femme de l'argot. Cependant, ils ne se sont jamais mariés. Selkirk est resté un marin dans l'Amé, dans la quarantaine, a rejoint à nouveau la Royal Navy. Il servait comme officier lorsque Daniel Defoe a publié la vie et les étonnantes aventures de Robinson Crusoe en 1719. L'illustration du roman d'une figure solitaire en peau de chèvre, sur une île reflétait clairement l'histoire de Selkirk. Selkirk est mort en décembre 1721,
de la fièvre jaune alors qu'il servait sur un navire, de la marine britannique au large de la côte africaine. Il a été enterré en mer lors d'une cérémonie simple. Étant donné son histoire de survie remarquable et son influence sur la littérature anglaise, un hommage plus significatif aurait pu être approprié.